salue la foule en délire. Je suis tout oui. Bonjour Pierre Perret. Salut. Impressionnant quand même à chaque fois, non mais c'est vrai, à chaque fois, puis ce qui est impressionnant, c'est que on voit des petits, des grands, des jeunes, des vieux, il y a tous les âges, il y a tout... C'est bluffant. Qu'est-ce que ça fait quand même, l'air de rien? Je ne vais pas commencer à leur demander leur âge en arrivant, c'est très mal poli. Alors bon, il y a cette merveilleuse compilation qui sort. Ça s'appelle pas une compilation. Oui, c'est vrai. On appelle ça. D'abord, c'est un mot de merde. C'est un florilège. Un florilège. Voilà. Et le florilège, je pense que son titre est plutôt bien vu, parce que c'est une vie d'humour et de tendresse. Donc, quand on prépare justement un florilège comme ça, pour une compilation, comme j'imagine qu'on repasse un peu en revue, on se dit qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on va pas mettre. Je vous ai écrit quoi, plus de 400, 450 chansons, enfin bon, il faut picorer là-dedans. Hein. Il y en a à 20, 30 près, il y en a 500. Voilà. Comment vous avez construit ça? C'est-à-dire, il y avait peut-être des évidences, des choses moins évidentes? Là, vous allez rester sur votre faim, parce que j'ai pas voulu faire ce boulot. D'accord. J'allais chercher mon épouse, et je ne voulais pas... on ne choisit pas ses enfants. Alors évidemment, là-dedans, enfin, votre nom finalement, c'est presque un genre musical à lui tout seul. Et c'est devenu avec le temps. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut toujours trouver des héritages, etc. On sait par exemple que Brassens c'était très important au début, etc. Mais vous êtes devenu finalement presque un genre à part entière, aussi bien dans votre façon d'écrire, dans votre façon de chanter, dans les mélodies, etc. Et est-ce qu'avec le... Comment vous regardez quand même rétrospectivement? J'imagine que vous n'écoutez pas toutes vos chansons tous les jours. Mais quand il y a justement comme ça ce florilège, etc., quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous êtes content du travail accompli? Comment vous voyez ça? D'abord, je regarde jamais dans le rétroviseur, c'est pas mon truc. Je regarde devant. Et puis, moi, j'ai pas de considération particulière sur. Je suis pas penché sur mon œuvre et tout ça, je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est la création. Le reste, bon, après, c'est le public qui me dit. Je vois comment les chansons sont perçues. Quand il y a une chanson qui touche ou qui fait éclater de rire ou qui réjouit les gens, je le vois tout de suite. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est toutes les... La seule chose qui m'a le plus marqué et impressionné tout le long de ma vie, c'est le souci de l'éclectisme. J'ai voulu parler de tout. J'ai pas toujours été capable de parler de tout. Et c'est pour ça que parfois j'ai attendu le moment, des années, pour faire une chanson, aborder tel thème, tel thème, tel thème. Tant que c'est pas mûr, on fait pas. Voilà. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que cet éclectisme, en fait, il traverse le temps. Je repensais à une chanson comme Lily, qui a quand même un certain âge maintenant, mais en fait, elle est extrêmement contemporaine. Malheureusement. Ouais, oui, malheureusement, effectivement. Donc finalement, il y a aussi, en plus, dans vos chansons, il y a une intemporalité, en plus de l'éclectisme, il y a des choses qui restent d'une modernité, parfois, comme vous dites, malheureusement, tristement encore contemporain. Oui. Comment justement une chanson comme ça, qui en plus, je crois même d'ailleurs, je crois qu'elle avait été au bac, c'était pas un sujet du bac, je crois, il y a une... Oui, ça a été donné un sujet du bac. Un sujet du bac comme ça. Quand justement une chanson traverse le temps, quand vous rencontrez votre public à la fin d'un concert qui vous parle de telle ou telle chanson, comment vous le percevez aussi? C'est important aussi pour vous justement cette intemporalité, on pourrait dire? Eh ben, j'essaie de répondre intelligemment, c'est tout. Justement, en parlant d'éclectisme, il y a du très très drôle et il y a du beaucoup moins drôle parfois, effectivement. Donc, oui, c'est sûr, c'est connu. Oui. Au début, c'était quand même beaucoup du très très drôle quand vous avez commencé. Au début, vous étiez pas mal dans la causticité, dans l'humour, etc. Plus, on va dire. Et c'est mis au fil du temps. Comment vous avez, c'est parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi, que les sujets ont changé? Les chansons où il y a eu un soupçon d'engagement au départ,
Ça a été dès le premier disque. Mais ça n'intéresse jamais les médias, parce que ce qui éventuellement peut soulever des problèmes, fout la merde, eh bien, ils essaient de passer à côté. Il y a une chanson qui a été dans le premier disque que j'ai commis chez Barclay, qui s'appelait Le Poulet, qui n'a jamais été diffusée une seule fois. Je parlais à un moment donné dans Le Poulet, c'était une chanson surréaliste, qui faisait pipi sur le drapeau pendant la minute de silence. J'étais pas vraiment militariste, jamais dans ma vie. Et ça, c'était dans le premier disque. Mais vous ne l'avez jamais su. Parce que ça a été systématiquement écarté. Voilà. Mais moi, j'étais déjà pareil dès le premier jour. Avec l'éclectisme et avec cette anecdote, il y a aussi un autre mot qu'on pourrait rattacher à votre œuvre, c'est la liberté aussi. C'est quelque chose, c'est dans votre ADN, quoi. Il faut se sentir libre pour écrire ce genre de bêtises, c'est sûr. On parle beaucoup de la langue de Pierre Perret, de vos textes, etc. Mais c'est pas juste des textes, c'est des textes mis en musique, ce sont des chansons. Chanson, c'est pas juste un texte. Comment là? C'est un tout, une chanson. C'est vrai que s'il n'y a pas une symbiose totale entre la musique et la rhétorique, ça s'appelle pas une chanson. Ou c'est un poème, ou c'est une musique, mais une chanson, c'est très particulier à faire et arriver au bout de l'écriture d'une chanson, si je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans la... Il faut qu'une musique ait la grâce suffisante pour être en symbiose totale avec les paroles, il faudrait presque que ça ne soit pas une autre musique, qu'on ne puisse pas en mettre une autre. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, voilà. Par rapport justement aux chansons qu'on pourrait qualifier un peu d'engagées ou qui vont soulever, qui vont mettre le doigt sur des sujets de société, etc. C'est quoi en fait le rôle de l'artiste ou le rôle du chanteur là-dedans? C'est un commentateur social? C'est un... Ah ben ça, j'en sais rien, moi, les autres... C'est une mission? Moi, non, mais c'est à vous que je que de moi. L'artiste, il n'est pas vecteur de ci, vecteur de là. Chaque artiste est particulier. Moi, j'ai toujours été comme ça. Les autres, j'en sais rien. J'aurais pu demander à Hallyday s'il était comme ça, il m'aurait dit non. Ça, c'est sûr. C'est pas les artistes en général. Il n'y a pas d'artistes en général. Il y a des artistes, il n'y a pas plus individualiste qu'un artiste. Un artiste, il a une personnalité, c'est la sienne. On l'aime, on l'aime pas, c'est la bonne, c'est la mauvaise. Mais il n'y a pas les artistes qui sont un langage d'artiste. Il y a un type qui raconte sa vie dans un bouquin, dans une chanson, et c'est un être tout seul, surtout le créateur, quand il passe des heures, des semaines, des mois, des années dans son discours, voilà. La passion pour la langue française, pour les mots, vous l'avez eu quand vous étiez jeune plutôt par les livres, par la littérature ou par la chanson, ou peut-être par les deux directement? Non, à l'école, j'étais déjà très, très intéressé par les mots, très, très tôt, petit, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est un univers qui m'attirait et qui a été toujours chez moi développé. Et l'éclectisme là-dessus a été infini parce que c'est un abîme, c'est un trou sans fond. Plus on apprend et moins on en sait, et plus on a envie d'aller plus loin. Et quand on touche à la littérature, la musique c'est infini, c'est sûr, puisque on peut faire ce que j'ai fait, des milliers d'airs de musique, mais pour la rhétorique c'est un champ infini, et c'est même désespérant parce qu'à chaque fois, arrivé au bout, quand c'est fini, j'ai envie de recommencer. Voilà. Et les chansons dont vous êtes le plus fier, alors on va revenir
un peu à choisir Non. son enfant préféré. Arrêtez avec ce vocable. Je ne suis fier de rien. C'est pas de la fausse modestie. Je suis lucide. Je ne suis fier de rien. Je suis content du travail que j'ai accompli, mais fier, bon, qu'est-ce que ça veut dire fier? Alors, est-ce que quand on est fier, on est un peu contre. Est-ce que les chansons qui vous les écrivez en 5 minutes ou parfois en 5 jours? Parce que je sais qu'il y a des gens qui... Arrête de me poser des questions à la con comme ça. Une chanson écrite en 5 minutes. C'est ce que disent... C'est ce que disent. Évidemment, c'est pas de la chanson, c'est de l'heureux. Keith Richards des Rolling Stones dit que ces chansons dont il est le plus fier, lui, c'est celle qu'il a écrite en 5 minutes. Et pas celle justement... Eh bien, tant mieux pour lui, mais moi je suis pas un Rolling Stone. Est-ce que vous avez dû revenir? Est-ce qu'il y en a que vous avez laissé de côté, vous les avez reprises, etc. Ou ça dépendait de la chanson? Comme un sculpteur va travailler, par exemple, et va revenir sur son œuvre, etc. Est-ce qu'il y a des chansons qui vous ont mis plus de temps que d'autres? Ah oui, ça, c'est sûr qu'il y en a qui me demandent plus de temps que d'autres. La chanson qui m'a pris le moins de temps, et qui a été... bon, mais c'est pas une chanson avec énormément de paroles, de récits, c'est La cage aux oiseaux. Voilà, c'est sorti... j'ai pris soin de la symbiose qu'il devait y avoir entre la musique et les paroles, mais une fois que j'ai écrit ce que j'avais à écrire, j'ai pas voulu tirer à la ligne, développer le sujet. On comprenait tout de suite ce que je voulais dire. C'est un hymne de liberté. Bon, voilà. Et il y a d'autres chansons qui m'ont pris 10 ans. Voilà. C'est tout. Je crois que dans vos premières passions musicales, il y avait le jazz. Oui. Qui était vraiment une vraie passion, Charlie Parker, oui. etc., les saxophonistes. C'était le premier genre musical vraiment qui vous a hypnotisé, ou c'est que vous écoutiez du jazz en même temps que de la chanson, comme Brassens, etc. Moi, j'écoutais tout. C'est-à-dire que déjà, j'ai appris la musique très tôt. Et je suis rentré au conservatoire, j'avais même pas 14 ans, au conservatoire de Toulouse. Et là, déjà, j'avais ma carte aux Jeunesses musicales de France, où il y avait des concerts de jazz au Capitole de Toulouse, il y a des concerts classiques, de l'opéra comique, etc. Et tout ça, c'est un éclectisme culturel, entre guillemets, qui m'enchantait à chaque fois. Et parallèlement à ça, j'avais un petit orchestre que j'avais fondé, moi, à 14 ans, et je jouais un peu de tout. Mais la chose qui nous importait le plus, avec les copains que j'avais choisis pour faire cet orchestre, on adorait tous le jazz. On était fous d'Armstrong et La Fitzgerald et Charlie Parker, puisque j'étais saxophoniste. Au conservatoire, j'apprenais le saxophone jusqu'à ce que je termine 4 ans après avec mon premier prix, etc. et passer à autre chose après, bien sûr. C'est vrai que le jazz a été très présent au départ. Et puis, toute ma vie, j'ai écouté du jazz de toute façon, parce qu'il y a des choses magnifiques. Je crois qu'au début de votre carrière, mais vous êtes retrouvé, je crois, en tournée avec les Platters. Oui. C'est assez étonnant, j'imagine, comme souvenir, ça. Déjà, ce qui était étonnant, c'est de chanter dans 70 villes en 70 jours. Je suis arrivé à ramasser à la cuillère et je suis parti dans Saint-Sana pendant 1 an. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci. Je pense qu'on va peut-être donner la parole au public. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro qui doit être quelque part. Donc le public qui veut parler aussi. Question à vous poser, Pierre. Allez, chiche. Je suis très ami avec Gilou, je suis journaliste musical. Ah, vous n'avez pas de bol.
il y a une chose qui m'a fait éclater de rire, c'est quand vous avez tourné le Paris saccagé. Oui. Je crois que Madame Hidalgo n'a pas spécialement apprécié. Ah, elle a moins apprécié que vous. Elle a moins apprécié que vous. Voilà. Mais c'était. Et ça, et les confinis, vous étiez absolument. Pendant le Covid, là, il fallait pas. Quand celui qui pouvait ne pas s'emmerder. En tout cas, Moi, par exemple, je m'en suis pas pris. Mais quand voilà. je possède l'intégrale de vos disques, Alors là, c'est du pognon foutu en l'air. non. Je vous admire vraiment à fond. Merci, jeune homme. Je crois qu'il y avait une question par là, oui. Je crois qu'il y avait un micro, mais non, c'est pas de micro. Un micro. Ah si, il est là, il est là-bas. Pardon. Ah si, il est là, le micro. Ils n'ont pas les moyens d'un micro public. Bonjour Pierre. Salut. J'ai deux questions en une. Alors la première question que je voudrais te poser, c'est certainement beaucoup de gens ça posent également. Est-ce que tu remonteras exceptionnellement sur scène pour quelques concerts? Non. C'est définitif? C'est définitif? Je crois, la seule chose, c'est pas que je ne serai pas en capacité de le faire, mais arrivé à aujourd'hui, si jamais je me mettais, je mets bien le conditionnel, à commencer à être ramollo en scène, c'est une chose que je ne pourrais pas supporter. Donc, j'ai fini mes derniers concerts il y a un peu plus d'1 an à peu près. J'ai toujours chanté entre 30 et 35 chansons dans mes concerts pendant 2h15. Si je l'ai fait, il me semble que je le faisais bien, puisque les salles ont toujours été pleines et que les gens ont été fidèles jusqu'au bout. Mais la simple idée de pouvoir les décevoir un jour, pour moi, est pas vraiment supportable. Voilà. Donc, j'aime mieux partir sur la pointe des pieds. J'ai même pas fêté mon dernier concert. Je l'avais dit à personne que c'était le dernier. Et sinon, qu'est-ce que ça t'inspire que ton aîné, Hugo Frey, à 96 ans passés, tourne toujours encore? Oui, ben, il tombera tout seul. Hein. Merci Pierrot. Je lui souhaite pas, parce que je l'aime bien et que bon, mais chacun voit midi à sa porte. Bonjour. Salut. Moi, je voudrais évoquer plutôt la partie cinéma, parce que j'adore le cinéma et je me souviens que vous avez tourné dans un film de Claude Antin-Lara, Les Patates. Oui, les patates. Avec Henri Vierlogeux, si je ne me trompe. Oui, Et- comédien formidable et un type charmant. Exactement, c'est Ouais. un joli petit film. Et il n'y a pas eu vraiment de suite, on va dire, quelque part. Je voulais savoir si vous n'avez pas un petit regret de ne pas avoir continué aussi un petit peu dans cette Non, voie. pas du tout. Ça a été un choix. Non, j'ai pas choisi de continuer au cinéma parce que ma vraie passion, ça a toujours été d'écrire des chansons. D'accord. D'abord, même avant de chanter, parce que je chante parce que personne ne chanterait mes chansons. Des chansons comme ça, personne n'en voudrait. C'est ce qui fait votre particularité, votre popularité aussi, j'imagine. Oui, sans doute. Voilà. Bon, maintenant c'est avéré. Mais au départ, si quelqu'un devait chanter mes chansons, c'était moi. Oui. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai fait une expérience au cinéma. Je retends Lara m'a proposé de tourner Les Patates. J'ai dit pourquoi pas, ça peut être une expérience. Mais en même temps, c'est pas fastoche parce que comme j'avais un concert tous les 2 ou 3 jours à l'époque, Oui. le tournage a duré 3 mois. J'arrêtais le tournage le soir vers 6 ou 7 heures. J'allais prendre un avion, j'allais chanter à Tarbes, à Des choses Biarritz. en parallèle, en fait. C'était vraiment l'enfer. Bon, mais c'est pas pour ça que je n'ai pas continué au cinéma. C'est que quand j'ai fait le bilan du plaisir de tout ça,
Si on veut le faire sérieusement, on est obligé d'y passer du temps. Et quand vous commencez une chose, il faut la continuer. Si j'avais continué ça, personne... Les gens qui ont été les interprètes, comme Beko, Aznavour, etc., Montand, surtout Montand par exemple, qui n'écrivait pas ses chansons, bon, il peut faire ça. Mais on ne peut pas être au four et au moulin pour le faire bien. Je vois l'investissement que me demande l'écriture d'une chanson. Personne se doute, et tant mieux. Tant mieux. Ce qui m'a le plus amusé souvent, c'est des gens qui m'ont dit, dites donc, ça doit être facile à faire vos chansons, quand même, parce que ça coule tellement de sources. Ben, j'ai dit oui, il n'y a rien de plus facile. C'est pas aussi simple. Voilà, donc c'est un choix d'être resté dans l'écriture de mes chansons et de ne pas avoir continué par ailleurs. En tout cas, bravo. Bonjour et merci d'être là. Alors, vous qui avez traversé 3 générations... Bon, calmez-vous. Oui, bon, ça va. Alors, j'arrête ma question. Il m'a refou un coup sur la théière, lui. Voilà, quelques décennies, on va dire. D'accord. Vu que vous avez toujours eu un regard très incisif sur vos contemporains, comme vous l'avez dit, et que vous êtes un passionné de musique, comme votre intervieweur vient de nous le dire, quel est votre regard sur l'évolution du monde musical, puisque c'est votre univers, et avez-vous parmi nos contemporains des personnes en qui vous trouvez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, bien évidemment dans la francophonie, mais pourquoi pas aussi dans l'international. Voilà. En vous remerciant d'être là, et encore une fois, vraiment, je pense qu'on est tous comme des enfants de 5 ans. Moi, je suis enseignant maternel et je vous regarde comme mes élèves regardent une nouvelle histoire ou entendent une de vos chansons. Et vraiment, un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté. C'est gentil, ça me touche vraiment. Merci. Pour essayer de répondre à la difficile question que vous me posez, parce que c'est une question difficile, il y a toujours des gens de qualité qui essayent des choses. Dans la chanson aussi, ça arrive de temps en temps, j'entends un petit jeune, où ma femme me dit, tiens, un tel est pas mal, tu devrais écouter. Bon, j'écoute. Et parfois je suis séduit. 9 fois sur 10, c'est de la merde. 9 fois sur 10. Mais je trouve que dans le reste, où il y a un espoir et quelque chose, en suivant les gens d'une année sur l'autre, quand par hasard en filigrane, je les retrouve 3 ou 5 ans après, la seule chose, le seul reproche que je peux faire, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Ils ne savent pas travailler, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas lire un bouquin, ils ne veulent pas poser leur tablette de merde. Pour faire de la musique, il faut avoir appris la musique. Pour écrire, il faut avoir lu. Beaucoup. Beaucoup. Il ne faut jamais s'arrêter. Ça fait partie d'un travail. J'ai rencontré des jeunes gens qui m'ont dit « Qu'est-ce que je peux faire pour arriver? Je voudrais faire des choses dans votre univers. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Je lui ai dit « Il faut que tu travailles. » Que je travaille? Et oui, il faut que tu travailles. Oui, mon pote. Parce que sans boulot, eh ben, il n'y a rien. C'est de la daube. C'est tout ce que je peux dire, bêtement, mais je ne connais pas d'autres réponses. Il y a 2 questions là-bas et une question. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors moi j'ai fait quelques kilomètres parce que je voulais simplement vous dire merci.
Ça me touche beaucoup, croyez-moi. Il y a une trentaine d'années, je m'occupais de mon papa, je vivais en Corse, et il cherchait une chanson qui s'appelait Les Guichetières. Donc j'ai appelé... Qui s'appelait, pardon? Les Guichetières, me semble. Hein. Les postières. Les postières, merci, les postières. Ah oui, parce que les Oui, oui, les postières, pardon. Ah, les postières, oui, c'est moi qui l'ai écrit, ça c'est vrai. Je suis un peu troublé, c'est pour ça. Et j'ai téléphoné à votre secrétariat parce que je cherchais le disque où se trouvait cette chanson pour l'offrir à mon papa qui était en fin de vie. Et votre secrétariat nous l'a envoyé gratuitement en Corse et ça nous a touché énormément. Donc je voulais simplement vous dire merci. Voilà, c'est tout. C'est à moi? Oui, bonjour, moi je m'appelle Pierre aussi, je suis un Il n'y avait pas de bol. tout petit poète qui écrit beaucoup. Et en fait, c'était mon anniversaire ce dimanche. J'ai 20 ans de moins que vous, on n'en parlera pas. Donc, il y a 3 jours, en fait, on était avec mon épouse qui est ici, et je lui ai fait écouter pour la première fois ma femme, aux paupières de cèdre bleu. Moi, on était couchés sur le lit, et quand on a entendu ça, j'ai explosé en larmes. Donc, je remercie pour l'écriture, pour mon anniversaire, parce que c'était vraiment un très beau cadeau. En même temps, je lui faisais découvrir ma femme. Merci. Très heureux pour vous. Bonjour Monsieur Perret. Merci de m'avoir bercé mon enfance et l'enfance de beaucoup d'oncles, l'adolescence également. C'est pour ça que j'ai les bras musclés. Une question moins mélo. Qu'est-ce qui vous a inspiré de Torboyau et Bruno? Je m'appelle Bruno. Vous savez, moi je suis fils de bistrot. Je suis né dans un café, quasiment. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs Le Café du Pont. Il y en a peut-être parmi vous qui ont lu ce bouquin. Et donc, mais j'ai beaucoup extrapolé parce que le café de mon pauvre papa n'était pas comme ça. Et ce qu'on y mangeait était quand même mieux. Mais à l'époque, j'habitais à Gennevilliers, dans un endroit très improbable. Et je mangeais rarement dans les 3 étoiles. Et dans le coin, il y avait une gargote là, qui était quasiment un peu une réplique du Torboyau. Mais après, bon, j'ai un peu forcé le trait parce que c'est l'apanage du poète que d'avoir l'esprit libre quand il écrit et d'écrire ce qu'il veut, comme il veut. Mais j'avoue que le premier éclat de rire que j'ai entendu dans la salle quand j'ai chanté le Torboyau pour la première fois, c'était à l'Olympia d'ailleurs. Et c'était très réjouissant parce que c'est même la première fois où je l'ai chanté, je n'avais pas encore enregistré le disque. Je n'avais pas eu le temps d'enregistrer le disque. Je rentrais d'une tournée que j'avais fait avec... vous vous souvenez peut-être pas beaucoup dans cette salle des Machu Cambos. Machu Cambos. J'avais fait une tournée et j'avais cassé la tôle en finissant sur cette chanson-là. Parce que c'était en 63. Et qu'en 63, les colonies de vacances n'étaient pas encore là. Ils sont arrivés en 66 ou après, bon, beaucoup de gens me connaissaient. Mais Lucien Maurice m'avait demandé de faire un des musicoramas qu'il faisait toutes les semaines à l'Olympia. Et dans ce musicorama-là, où je suis arrivé, j'arrivais à l'Olympia, moi d'habitude vers 10 heures, et je suis arrivé là, et j'avais le temps parce que normalement je devais passer au moins 10h30, presque vers les derniers de la première partie, parce qu'il y avait une deuxième partie où c'était les stars. Et moi je ne savais jamais qui était la star, parce qu'un jour
c'était Gloria Lasso, un jour c'était Gilbert Bécaud, un jour c'était Brel, un jour c'était tous ceux qui sont devenus mes copains après. Et là, ben, je ne savais même pas qui c'était. Mais je suis arrivé et la salle était à feu et à sang. Je vais en coulisses et je vois la patronne de l'émission qui me dit « Démerde-toi, c'est à toi dans 5 minutes. » J'ai dit « Mais ça va pas. » Dehors, dehors, dehors. Il y avait un pauvre mec qui ramait en scène, je ne vous dirai pas son nom. Putain, j'ai dit, mais c'était Catherine Félix qui était là. J'ai dit, Catherine, si je chante maintenant, dehors, c'est pour moi dans 3 minutes. Il me dit, écoute, tu es le seul qui reste. Le programme qui devait durer 1h30 a été viré en 10 minutes. Je dis, putain. Elle me dit, ils veulent que les Stones. Je lui dis, mais c'est qui ça, les Stones? C'est la première fois qu'ils venaient en France. Et à part les gamins de 15 ans, personne ne les connaissait. J'ai dit, mais moi... Et toi, tu accordes ta guitare et tu y vas dans 5 minutes. Et alors là, j'ai vu Lucien Maurice, le patron d'Europe 1 à l'époque, et Cocatrix, le patron de l'Olympia, lui, qui sont venus, ils ont foiré. Ils ont pris chacun par l'épaule, mon petit Pierrot, il ne reste plus que toi. Oh là 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 là, j'ai dit, bon, ben ça y est. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, dans 5 minutes, je suis sorti. Et c'était le présentateur de l'émission, il ne présentait plus. Il n'ouvrait plus le rideau. Tellement il prenait de trucs à travers le rideau. Et le rideau derrière, en coulisses, sur la scène, qui se gonflait de canettes de bière, de pompes. Les mecs, ils envoyaient leurs pompes. Putain, j'ai dit, je vais me prendre tout ça dans la gueule. Mais alors là, ça, c'est incroyable. Et il annonce de coulisses, voici un jeune chanteur, Pierre Perret. Le rideau s'ouvre et j'étais tellement ému, impressionné, puis terrifié, j'étais mort de trouille littéralement. D'abord, il avait passé le tabouret entre les deux rideaux. Quand il a passé le tabouret pour où je devais poser mon pied, il a reçu une volée de trucs le rideau juste de passer le tabouret. J'ai dit, quand je vais arriver, je vais m'en prendre 3 fois ça dans la gueule. Et ils ont ouvert. J'ai couru au micro. J'ai mis le pied sur le tabouret. Je devais chanter la première chanson. C'était Les filles, ça me tuera. J'ai posé le pied sur le tabouret et j'ai fait les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. J'ai eu un trou de mémoire. J'ai cru que j'allais mourir sur place, mais vraiment, là j'ai dit, bon là, maintenant tu meurs, et puis voilà, on va débarrasser. Et toute la salle, parce que c'est quand même le premier disque qui passait beaucoup à la radio et que les gens connaissaient, dans la salle, toute l'Olympia a repris « Les filles, ça me tuera, si j'en manque un jour, vas-y Pierrot !» Et c'était incroyable. Et j'ai chanté derrière, moi j'attends Adèle, et pour la première fois, le torboyau. Et le torboyau, tous les gamins, les plus vieux avaient 18 ans. Hein. La salle, le plus vieux avait 18 ans. Le torboyau, ils étaient écroulés de rire, mais alors,
à la fin, il disait encore la même, encore la même. C'était. Et je suis parti, bon, j'ai fait un tabac. Le tabac, pour moi, c'était vachement nouveau. J'étais un chanteur tout à fait débutant. J'avais connu des succès, mais là, c'était le feu à l'Olympia, c'est terrible. Et en coulisses, il y avait Mick Jagger qui disait « Mais qui c'est ce putain de Français qui fait un tabac comme ça ?» Elle a dit « Mais c'est un gamin qui s'appelle Pierre Perret. » On va prendre une dernière question. Deux alors, les deux dernières. Et deux dernières pour la route. Bonjour Monsieur Perret. Salut jeune homme. Alors, moi c'est pas une question, je voudrais vous remercier. J'ai 65 ans, ça fait 70 ans que je vous écoute. Vous êtes un gamin. Et je vous remercie parce que quand j'avais 13 ans, j'étais un cancre. Le prof avait inventé des notes en dessous de zéro pour moi. Et en découvrant votre album où il y avait Lucette, ma femme, j'ai découvert qu'on pouvait faire des images avec les mots. Il n'y a pas Lucette. Si, il y avait le cul de Lucette. Le cul de Lucette, voilà, oui, ma femme, la grande ours, Olga. J'ai d'ailleurs eu le privilège de chanter avec vous, Olga, sur la scène de Bobino, quand vous fêtiez vos 50 ans de chanson. Et le fait de savoir qu'on pouvait faire des images avec les mots, ça m'a donné envie d'écrire, ça m'a donné envie de lire. Et je suis devenu auteur. J'écris des pièces de théâtre qui sont jouées. Et je crois que si je écris maintenant, c'est un peu grâce à vous, à cette façon d'écrire et de faire des images. Et je vous remercie énormément. Vous avez accompagné ma vie. Je vous remercie. Toutes vos chansons m'ont accompagné. Je vous remercie énormément. Une dernière question au fond. Bonjour. Salut jeune homme. Bon, je suis pas venu pour poser une question, mais il y a des chansons que j'aime beaucoup. Bon, vous m'entendez là? Oui. Je suis pas venu pour poser une question. Bon, Je suis pas venu pour poser une question, mais j'ai bientôt 28 ans et j'aime beaucoup une de vos chansons. Bon. C'est tout. Une déclaration même. Merci. Merci. On va installer, je crois, une petite table pour que vous puissiez avoir une séance de dédicace. Allez. Une dernière, alors allez. Janine, oui. Janine, j'ai déjà raconté l'histoire. Il y en a plein des disques. Il y a 22 CD et un DVD là dans la signé. Janine, c'était j'ai écrit cette chanson 30 ans après le souvenir d'enfance que j'avais au Café du Pont chez mes parents. Il y avait un type qui venait au café tous les soirs à la sortie de l'usine. Il venait prendre son verre de vin blanc, il était tout seul. Il était un guéridon, comme ça. Et il sortait un vieux cahier, comme ça. Et dedans, il avait des feuilles. Et puis, il commençait d'écrire sur le guéridon, comme ça. Et il écrivait, je crois, une demi-heure. On n'a jamais su ce qu'il écrivait parce que quand il avait fini sa page, il la froissait et il la foutait par terre. D'où la phrase dans la chanson, tu vois Janine, tout va bien, je te réécrirai demain. Exactement. Voilà. Tout va bien et tout allait sûrement mal pour lui parce que c'était, voilà. Et moi,
c'est un souvenir qui m'a tellement imprégné, marqué, c'est rien du tout. Un type qui écrit une lettre tous les jours et qui la fout en l'air. Et j'ai imaginé Janine. Voilà. Merci. 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 Une chanson. Terminares. Bon, mais merci, on va installer effectivement la table pour les dédicaces. Merci d'être venu. Je vais vous demander quelques instants de patience, je vais installer la table de dédicace. Et s'il vous plaît, pour le bien-être de Monsieur Pierre Perret, vous passez les uns après les autres et pas de foule devant lui, comme on fait d'habitude. Ok ? Merci beaucoup.